Peuple congolais, uni par le destin et par l'histoire autour de nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail, animé par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit et une nation puissante, prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle, considérant que l'injustice, avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays. Affirmons notre détermination à sauvegarder et consolider l'indépendance et l'unité nationale dans le respect de nos diversités et de nos particularités positives. Réaffirmons notre adhésion et notre attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, aux conventions des Nations unies sur les droits de l'enfant et sur les droits de la femme, particulièrement à l'objectif de la parité de représentation hommes-femmes au sein des institutions du pays ainsi qu'aux instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains, mû par la volonté de voir tous les États africains unir et travailler de concert en vue de promouvoir et de consolider l'unité africaine à travers les organisations continentales, régionales ou sous-régionales pour offrir de meilleures perspectives de développement et de progrès socio-économiques au pays, sinon au peuple d'Afrique, attaché à la promotion d'une coopération internationale mutuellement avantageuse et au rapprochement plutôt des peuples du monde dans le respect de leurs identités respectives et des principes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, réaffirmons notre droit inaliénable et imprescriptible de nous organiser librement et de développer notre vie politique, économique, sociale et culturelle selon notre propre génie. Conscients de nos responsabilités devant Dieu, la nation, l'Afrique et le monde, nous déclarons solennellement adopter la présente Constitution. C'est cela l'indépendance de notre pays en d'autres termes. Coulée sur fond des idées contenues dans ce document que nous appelons Pacte républicain, qui est notre Constitution. C'est celle-ci qui symbolise notre indépendance. Merci, chers frères, merci parce que vous continuez à nous faire confiance. Nous avons reçu beaucoup d'appels. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Nous avions bien voulu commencer cette émission par la lecture de ces dispositions, sinon de quelques lignes contenues dans notre Constitution qui symbolisent notre souveraineté. En tout cas, merci. Beaucoup d'appels au courant de ce week-end sont revenus sur la question de l'insécurité à l'est de notre pays. La question de la guerre. Avec l'occupation depuis samedi, depuis vendredi, alors de Kanyabayonga. Nous avons démontré nos inquiétudes. Mais je crois que quand nous avons suivi les points de vue des uns et des autres, on n'avait qu'une seule lecture, celle d'être déterminé, d'être unis pour atteindre l'objectif. C'est lui, bien entendu, de chasser ces gens. Nous sommes agressés à ce jour. Merci. Et nous allons réfléchir maintenant, parce que vous avez suivi les quelques lignes de la Constitution. Nous allons nous interroger 64 ans après. Certes, nous avons la Constitution. Certes, les idées sont nobles. Est-ce que nous en sommes fiers?
Est-ce que nous avions fait mieux que ce que nous avions pensé au départ? Et même lorsqu'il faut suivre notre hymne national, est-ce que nos actes, nos actions sont conformes? On peut se dire, bon, je peux dire oui, il y a une certaine évolution, d'accord. À 60, on n'avait pas assez d'intellectuels. Ou sinon, je veux dire, on n'avait pas assez de diplômés comme aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. À 60, on n'avait pas de grandes villes comme nous avons aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. À 60, on n'avait pas assez d'universités et des écoles comme nous avons aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. À 60, on n'avait pas une liberté d'esprit comme nous avons aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. À 60, on n'avait pas la liberté d'expression comme nous avons aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Mais est-ce que c'est bon aujourd'hui, 64 ans après, notre liberté d'esprit à ce jour, 64 ans après, est-ce que c'est conforme? Je ne crois pas. Question d'écouter les idées des uns et des autres. Vous allez vous dire, mais finalement, quelle société? Liberté d'expression. Comme je le dis, suivez ce que nous disons. Il n'y a pas de point de vue pertinent pour la construction de la nation. Mais nous avons la liberté d'expression. Mais quel genre d'expression? Des grandes villes. Oui, nous avons des grandes villes. Mais elles sont urbanisées comment? Dans quel état sont ces villes? Dans quel état? Vous allez ailleurs, vous regardez ce que sont les autres. Mais quand vous revenez chez nous, vous dites, mais finalement, c'est quel genre d'homme? Nombre de diplômés. Oui, nous avons beaucoup de diplômés. Mais quel genre d'intellectuels nous avons? À peine 2, 3. Le reste là sont des diplômés. Alors nous allons nous poser la question, ça servit à quoi? Sur le plan politique, nous avons avancé à quel niveau? Regardez le comportement de l'acteur politique. Mobutu, à un certain moment, est allé jusqu'à dire « Évitons de se servir, il faut penser à servir. » Mais aujourd'hui, on se sert plus qu'on sert. Le genre d'homme politique. Et une société visiblement désarticulée. N'y a-t-il pas moyen de créer un féminicide barrière pour penser à avoir un autre paradigme cette fois-là? Donc, de mon point de vue, de manière substantielle, 64 ans, oui, on a avancé, mais on a mal avancé. Est-ce que c'est parce que cette indépendance a été piégée? Oui, elle a été piégée, mais depuis longtemps, on aurait dû aussi comprendre les pièges pour les démonter et avancer. Mais c'est que nous n'avions pas fait. En tout cas, merci. Mais je veux commencer, comme on le dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je sais plusieurs provinces dans des conditions difficiles. Mais vous allez vous rendre compte, à travers les illustrations que je vais faire dans ma province, et faire la déduction dans d'autres provinces, et vous allez comprendre que nous ne sommes pas sérieux. Nous aborderons cette question de l'Est, bien entendu, aussi, parce que nous sommes revenus sur cette question. En tout cas, il y a quelques territoires qui sont entre les mains de ces agresseurs. Quel genre de comportement que nous devons adopter aujourd'hui, nous les diplômés, 64 ans après? Et aussi, la sortie de Nicolas Kazadi, l'ancien ministre des Finances. Est-ce qu'il y a une bonne chose, mauvaise, alors qu'il avait reçu l'autorisation du Parlement pour qu'il sorte en prétexte aujourd'hui qu'il est malade? Au Sankourou chez moi, 64 ans après, la province de Patrice Emery Lumumba, notre héros national, le premier ministre du pays. Quand vous arrivez dans ce territoire, il n'y a ni route, ni aéroport, ni belle construction, enclavé totalement. Et c'est dans ces conditions que les Sankourois vivent. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a le son du Sankourou, fils de l'espace Grand Kassai, accède maintenant à la présidence. Il dit, je veux visiter d'abord l'espace du Grand Kassai. Il a été dans des grandes villes. Il arrive à Lodja, il constate. Les responsables, les notables déposent les mémos. Dans son mémo, on dit, nous avons un cas sérieux ici, le ravin de Lodja, qui engloutit pratiquement toutes les maisons, qui va diviser
la ville en deux parties, et c'est dangereux, c'est inquiétant. Nous avons la route qui pose des problèmes. D'abord, la numéro 7, qui, en réalité, les véhicules ne passent pas, et le centre de Lodja, qui est la grande cité de la province, enclavé, le chef-lieu de la province, le Sambo, enclavé, et voilà pourquoi il est mieux de penser à ces projets pour que nous soyons désenclavés. Et le chef a opté cela. Dès mes investigations, l'argent a été déboursé pour les travaux du ravin. Alors à ce niveau, je ne sais pas vous donner des chiffres exacts parce que les enquêtes continuent, mais au moins l'information substantielle que nous avons, c'est que effectivement on a déboursé l'argent. Mais quand vous allez aujourd'hui, rien n'est fait en toute réalité parce que le ravin continue à ravager. Là, nous sommes dans la cité de Lodja, au centre de Lodja. Maintenant, la route qui part de Kananga pratiquement jusqu'à Lodja, en passant par Dibélé, Dibélé c'est un centre, Dibélé c'est un centre du territoire des Kolé. L'axe qui va jusqu'au centre à Kolé, bon, on ne met pas souvent la priorité alors que c'est une grande priorité, on ne sera pas désengorgé. En tout cas, le poste d'un territoire sans que le centre ne soit aussi désengorgé. Mais peu importe, au moment où la route part de Kananga, Benadibele jusqu'à Lodja, s'il faut monter vers Manima ou vers l'Équateur, on y va très facilement. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai des informations telles qu'il y a une société Iris Africa qui avait, entre guillemets, gagné le marché. Je ne sais pas quel genre de marché. Est-ce qu'il y a des marchés léonais? Est-ce qu'il y a eu lancement d'offres? Je ne suis pas très sûr et je ne sais pas comment ça s'est passé pour qu'Iris Africa gagne ce marché. Mais l'objectif pour tous en Courroie était de voir cet altère être réhabilité. Mais curieusement, sur les 14 millions de dollars américains qui ont été prévus, on a déboursé, l'État alors a déboursé 6 millions de dollars américains pour la réhabilitation de cet altère. Il restait maintenant 14 millions. Malgré les 6 millions de boursiers, sur terrain, rien du tout. Aucune réhabilitation. Du centre de Benadibele jusqu'à Lodja, c'est la distance de 150 km. Aujourd'hui, les véhicules ne passent pas. La route est devenue impraticable. Même les motos ont des difficultés pour passer. Et voilà, les gens ont gagné l'argent de l'État, indûment comme ça. Je m'en souviens, d'autres sont partis, nous sommes venus inaugurer, lancer les travaux. C'était comme ça l'expression. Nous sommes venus lancer le début des travaux. Et les gens n'ont jamais vu le début de ces travaux-là. Je ne veux pas citer les noms des gens ici. Mais prochainement, je crois que nous serons obligés de revenir sur cette question en citant les noms des gens. Mais aujourd'hui, on se réserve. Ils sont allés, ils arrivent à Lodja, ils réunissent les gens. Nous sommes venus lancer les travaux. Et dans l'avion, lorsqu'ils revenaient, ils ont même glissé un mot, ils ne savaient pas comment parce que j'étais réveillé. Ils ont dit, bon voilà, l'essentiel est fait. Hein. Donc pour eux, l'essentiel était d'avoir ces images-là, qu'à partir du gouvernement central, ici, on constate qu'ils sont allés, ils ont lancé effectivement les travaux. Mais sur terrain, rien du tout. Une société qui semble être effective, on l'avait créée pour besoin de la cause. Alors qu'il y a d'autres sociétés qui sont ici. On m'a donné le nom d'une société là, Elfort par exemple. C'est une société aussi engagée à la construction des infrastructures routières. De telles sociétés qui, visiblement, sont bien organisées, ne gagnent pas les marchés. Mais voilà, les Iris Africa gagnent les marchés. 6 millions déjà déboursés, 8 millions en attente. Sur les 6 millions déboursés, rien n'est fait sur le terrain. Non, aimons ce pays. 64 ans après, au Sankourou, rien du tout. Mais je vais maintenant dans mon territoire, parce que le Sankourou est composé de 6 territoires. Je vais dans mon territoire, le territoire des Kolé. C'est pas possible. Depuis 60, jusqu'à aujourd'hui, je parle ici des députés nationaux à l'Assemblée nationale, parce que la politique du pays est bien conçue à travers cette institution. Mais lorsque les représentants d'un territoire dans cette institution ne parviennent pas plutôt à naviguer, à faire des propositions en termes dans l'apport collectif et bien entendu, de faciliter le développement chacun dans son secteur, dans son coin, c'est que on aura mal servi. Et donc, de 60 plutôt, jusqu'à aujourd'hui, 64 ans après,
dans le territoire d'école, aucun député n'a présenté une proposition de loi. Aucun député. Vous imaginez, 64 ans après, ils ont toujours des représentants à l'Assemblée nationale. Aucun député n'a osé une fois présenter une proposition de loi. Le député présente une proposition de loi, le gouvernement amène des projets de loi. Quel genre de production législative vous aviez fait? Zéro. Le seul député qui a osé faire l'exception un peu, c'est le député Eyala Bouankama. Lui, lors de son mandat au moins, il intervenait pour recadrer les débats. Comme tout juriste, le président de l'Assemblée nationale l'utilisait pour qu'il recadre les débats. Mais en termes de production, une loi comme ça proposée par les députés ou un quelconque député du territoire d'école et depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, aucune proposition de loi. Alors posons-nous la question, quel genre de représentation? Quel genre de représentation à l'Assemblée nationale cette fois-là? Pourquoi les gens se battent pour aller à l'Assemblée nationale s'ils ne peuvent pas proposer une loi? Et alors que ici, nous suivons les débats, le débat est, bon, moi j'ai été à l'Assemblée nationale, j'ai bénéficié mes 5 ans, mais moi j'ai eu 4-5 propositions de loi. Et quand quelqu'un dit, bon, je n'ai proposé qu'une loi, on ne sait pas les considérer. Mais dans mon territoire, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, aucune proposition de loi. Mais on s'est dit, nous avons été représentants du peuple. Vous avez représenté alors le peuple à quel niveau? Pour avoir fait quoi concrètement? Même la prise des paroles, difficile de voir quelqu'un en train de s'exprimer avec arrogance, avec connaissance. Rien du tout. S'il y aurait peut-être un jour l'intervention, c'est peut-être pour dire non, je suis d'accord, je ne suis pas pour le plus décent. Ça, ce n'est pas une intervention. Voilà la raison qui fait que ce territoire aussi soit enclavé. Il faudrait revoir les choses. J'estime, j'espère, avec les actuels députés, comme nous avons aussi un député de l'UDPS, sûrement qu'une exception sera faite cette fois-ci. Sinon, tout le coin n'attend que cette exception arrive. À toi, merci. Et donc, 64 ans après, on peut donner l'impression d'avoir avancé, effectivement, mais nous avons mal avancé. On a choisi une mauvaise tangente. Et je me pose la question, c'est parce que notre indépendance a été piégée. C'est une réflexion, mais je ne crois pas du tout, parce que 64 ans après, c'est beaucoup. On aurait compris les contours et choisir une nouvelle orientation pour l'atteinte des objectifs ultimes. Hélas, nous ne sommes pas là. Question d'observer le comportement des acteurs politiques. Des divergences d'intérêts privés simplement. Il n'y a pas d'idéologie. Quel est ce parti politique qui peut vous dire, en tout cas, voici ma vision en termes d'idéologie et décliner, les gens comprennent ce que pense un parti politique, il faut pouvoir demain va faire ceci pour l'intérêt du pays. Zéro du tout. Ça, c'est la République démocratique du Congo. Dans ces conditions, je crois qu'il faudrait refaire les choses. Oui, je vous informe, et je confirme, nous avons beaucoup de diplômés, mais nous avons peu d'intellectuels. Un intellectuel, c'est celui qui détient le flambeau. Il est devant, il montre la route aux autres. Et les autres les suivent. Un intellectuel, c'est celui qui sait naviguer dans le temps. Il va, il voit ce qui va se passer, ce qui va arriver 10 ans, 20 ans après. Et les autres vont finalement, peut-être à un moment, il ne sera pas compris. Mais avec le temps, lorsque ce temps va arriver, on va lui donner raison parce qu'il aura navigué dans le temps. Un intellectuel, c'est une personne effacée. Un intellectuel ne peut pas être arrogant. C'est un serviteur. Et qui sait comprendre que tout coule, tout passe, rien ne demeure. Ça, c'est un intellectuel. Mais si vous avez des gens qui pensent qu'ils vont rester éternellement, ce qui va rester éternellement, c'est leurs idées, c'est leurs actes, et qui vont servir de génération en génération. Mais un diplômé va se contenter
de ce qu'il doit avoir à l'instant et pour lui. Et c'est le comportement des Congolais. Donc, nous avons des diplômés et nous n'avons pas d'intellectuels. 64 ans après. Prenons conscience. En tout cas, merci. Notre Constitution. La Constitution. Nous avons lu une disposition, en fait. Sinon, certaines idées de la Constitution au début, c'est par là que nous avons commencé notre émission. Je pense que ça nous a intériorisé, ça nous a interpellés, à chacun alors de pouvoir comprendre ce que nous devons faire pour notre pays. Merci. L'autre question, la question de la guerre. La question de l'agression. Nous sommes agressés par le Rwanda et par l'Ouganda, il faut le dire clairement. Pascal, je vais dire combien de fois, je vais aborder cette question combien de fois, mais je veux continuer à le dire. Parce que surtout lorsque nous avons appris tous que Kanyabayonga, aujourd'hui, est entre les mains maintenant de ses agresseurs, et tous nous savons que Kanyabayonga, c'est une grande cité où il y a une forte densité de la population. Et si une telle cité est tombée, c'est dangereux. Et puis je ne parviens pas à comprendre comment on a pu s'aider, et alors qu'on sait qu'on pouvait, en tout cas, se confondre avec la population, c'est difficile. Mais moi, avec ces gens, ces agresseurs, ces tueurs, ces envahisseurs, ils n'ont qu'à faire avec la population. Ils larguent des bombes qui peuvent tomber partout, que les gens meurent, ce n'est pas leur affaire. Quand vous arrivez aujourd'hui, on a envoyé les images, à Kanyabayonga, personne, la population tout fouille, est allée ailleurs. Maintenant, la question, c'est du côté des FARDC maintenant. J'ai posé des questions, j'ai appelé beaucoup de gens, on m'a donné les informations, comment nos militaires se comportent au front. Très bien équipés, bien déterminés, moralement aguerris, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils n'avancent pas, ils n'attaquent pas ces derniers jours. Et pourtant, il y a quelques jours passés, ils attaquaient. On se pose la question pourquoi ils ont gardé ce comportement. Ils recevaient des instructions telles que il faut attendre. Vous savez que l'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer. On nous a demandé d'observer les cessez-le-feu. Si les M23 tiennent à violer les cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé les cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. Non. Nous, il s'agit de notre pays. Les autres viennent, ils ont violé. Tout ce qu'ils ont fait, c'est, en tout cas, en violation de toutes les dispositions que vous pouvez imaginer, nationales comme internationales, sur la sécurité des États. Au lieu que nous puissions maintenant, dans le sens de la défense, attaquer de temps en temps, et c'est l'adversaire, et c'est ces envahisseurs-là qui nous attaquent de temps en temps. C'est anormal. J'aimerais aussi qu'on puisse ouvrir l'œil et les bons sur des personnes commis, en tout cas, aux opérations, aux orientations des opérations. Parce que cette question des infiltrations, elle n'est pas encore terminée, franchement. 64 ans après, un Congolais ne sait pas comprendre que d'abord sa nation. 64 ans après, un Congolais prêt de recevoir l'argent des Rwandais pour vendre son pays. 64 ans après, un Congolais ne sait pas comprendre que la corruption, c'est la destruction de son pays. Souvent, ils prennent l'argent de ces gens. Il est commandant des opérations. Il reçoit l'argent des agresseurs. Et maintenant, il est en intelligence avec ses agresseurs. Il dessert son pays. Il corrompt son pays. Il vend son pays. Et il a même maintenant ses troupes qui sont à ses commandements de se retirer parce qu'il lui a déjà reçu l'argent. Les conséquences, les envahisseurs entrent. 64 ans après, voici le comportement que nous affichons. Qu'est-ce qu'il lui faut faire cette fois-là? Je pense qu'il faut faire des purges. Ne soyons pas des pasteurs lorsque nous prenons des décisions pendant qu'on gère le pays. Même lorsqu'il faut se référer dans la Bible, il y avait des guerres autorisées par Dieu pour la défense des terres. Nous connaissons cela. Mais qu'est-ce que nous faisons?
On apprend, tel a trahi le pays, a fait ceci contre le pays, mais on est encore avec cette personne, bon voilà, et on écoute ses points de vue, mais il a trahi le pays. On doit ouvrir les bons dans les commandements des opérations, c'est là qu'il y a beaucoup de traîtres, mais aussi à partir de Kinshasa. Tout le monde n'est pas bon. Moi, ça me fait souvent mal. Le combat que nous avions mené depuis tous ces temps, vous regardez des gens parfois qui semblent être proches aux côtés du chef de l'État. C'est des gens contre qui nous nous sommes battus hier. Mais c'est dangereux. C'est très dangereux. On va me dire, non, c'est la démocratie. Il s'agit du pays. Nous gérons le pays, ainsi de suite. Oui, vous gérez le pays. Mais est-ce qu'on vous a dit que ces relations avec ces anciens pères ont changé pour que vous puissiez l'adopter de cette façon? Mais il va vous trahir. Et lorsqu'on ne sait pas comprendre ça, nous continuons à observer, les gens sont en intelligence avec des gens contre qui on a mené le combat hier. Et vous les permettez qu'ils agglutissent, ils agglutinent plutôt le chef de l'État. Qu'ils aient des fonctions, des commandements. Non. Je crois qu'il faut revoir les choses. Et ce qui s'est passé là, c'est pas dit. Vous pouvez imaginer, nous n'avons plus Massissi. Nous n'avons plus Rutshuru. Libéraux, une grande partie. Nyiragongo, une grande partie. Mais ça doit nous interpeller. Ça doit aujourd'hui nous interpeller. Et là où je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a pas une attitude, jusqu'ici, des Congolais, une attitude des gens occupés, des gens en guerre. Il n'y en a pas. En disant cela, d'ailleurs, je me reproche parce que je ne devrais pas, moi, aujourd'hui, être en chemise blanche et cravate. Pourquoi nous ne pouvons pas changer même les attitudes? J'avais dit la fois passée, mais ce n'est pas bon que le chef de l'État continue à porter la chemise blanche. Il devra maintenant trouver une autre tenue pour afficher l'image telle que il est en guerre, effectivement. On ne peut pas être en guerre et chaque jour en cravate et en chemise blanche et veste noire. Non. C'est une contradiction. Soit on s'est content, on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Mais je pense, n'étant pas d'accord, nous devons, à travers nos attitudes, démontrer effectivement que nous sommes en guerre. Sinon, moi, je vais élaborer aussi ma tenue. Hein, et à partir d'aujourd'hui, demain, quand je viens à l'émission, je ne suis plus en veste. Ne vous étonnez pas. Je sais que vous êtes habitués de me voir en veste. Je prends cette décision d'ailleurs. À partir de demain, je suis en chemise. Jusqu'à ce qu'on aura changé de solution. Je ne serai plus en veste. D'ailleurs, je peux m'enlever la cravate. Ça me fait mal. J'enlève. J'enlève la cravate. Ça nous fait mal. Le pays est attaqué, nous ne pouvons pas avoir ce comportement. Regardez le soir, les gens dansent comme si rien n'était dans leur pays. Rien de mal n'était dans leur pays. J'interpelle la diaspora, pourquoi il n'y a pas de lobbying? Les Rwandais ont des lobbying, pourquoi vous n'avez pas de lobbying? Le siège de l'Union européenne, c'est en Belgique. C'est en Belgique où il y a beaucoup de Congolais. Quel genre de lobbying vous avez fait pour faire pression à l'Union européenne? La grande puissance, c'est les États-Unis. Quel genre de lobbying? Les Congolais sont impris aux États-Unis. Quel genre de lobbying vous avez fait? Le siège de l'ONU, c'est là aussi. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est bon d'incomber la faute aux dirigeants qui sont ici, mais vous également, vous devez vous regarder. Nous attendons également ce lobbying. Le fait que vous ayez quitté le pays pour ailleurs, ça veut dire que vous êtes partis vous battre. On suppose que vous êtes des gens qui sont à mesure d'aider le pays. Aider le pays par vos actes. Auprès des lobbying, enfin par des lobbying auprès de ces instances. Ce sera alors une bonne chose. Vous allez nous excuser parce que là, on a parlé avec passion, parce que ça fait mal. Ça fait mal. Et s'il faut voir les vidéos de nos frères et sœurs qui quittent leur village, qui quittent leur maison, involontairement, occasionnés par des guerres, ils vont où est-ce qu'ils vont? Là où ils vont, ils ne savent même pas où ils vont.
les enfants en débandade, ils ne savent pas retrouver leurs parents. Et dans ces conditions, vous aviez tout, vous laissez tout, et vous partez. Et vous partez, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez revenir. C'est dans ces conditions que nos frères et sœurs passent du temps à l'est du pays. Ça fait très mal, en tout cas, s'il vous plaît. Enfin, nous abordons la question de la sortie de l'ancien ministre des Finances, actuellement député national, Nicolas Kazadi. Il est poursuivi dans le dossier de forage, où on a parlé de surfacturation. Dans ce dossier, lorsque notre confrère est remonté au créneau, Israël Mutombo alors, c'est alors que chaque Congolais a ouvert les yeux à chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Lui, se sentant, en tout cas, voyant son image ternie, il est allé auprès de la justice, auprès du parquet, près la Cour de cassation, pour qu'il soit lavé. Mais le parquet ne pouvait rien du fait qu'il est en même temps député, et le parquet va prendre un réquisitoire. Ça veut dire une lettre sollicitant l'autorisation de poursuite auprès du bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau a reçu cette lettre et a confié la responsabilité à une commission. La commission a travaillé, on est venu trancher en plénière. Donc, on a autorisé au procureur de continuer avec ses poursuites, mais tout en laissant la liberté des mouvements, la liberté de sortir au ministre l'ancien ministre qui est député national. Et donc, la question de la sortie a été délibérée déjà, ou sinon autorisée déjà par l'Assemblée nationale. Ça, c'est très important à noter. Et après, le procureur a procédé aux arrestations. D'abord, les interrogatoires, après avoir entendu les points de vue maintenant des incriminés, il a estimé dans sa conviction que tel mérite d'aller en prison, entre autres ici, M. Robota et M. Kassenga. Et ils sont en prison. Et les gens disent, mais pourquoi ils sont en prison? Nicolas n'est pas en prison, pourquoi? Nicolas, il faut le dire, dans la conception de ce projet, il n'a pas participé en amont, il a participé en aval, il est juste dans le décaissement. Ce n'est pas à moi de trancher, c'est juste une information, parce que son gouvernement est venu, c'est le 18 avril 2021, alors que ce projet a été déjà conçu depuis bien avant et entériné par le Conseil de gouvernement. Alors le procureur l'aurait permis, au regard de la résolution de l'Assemblée nationale aussi, qui a demandé au procureur de permettre que le député Nicolas Kazadi se déplace en cas de nécessité. Ici, on avance le cas de la maladie, et voilà pourquoi le procureur ne pouvait pas hésiter, a permis en fait que l'ancien ministre des Finances se déplace, aller en France pour se soigner. Même si c'était moi, je refuserais. Parce que c'est vous qui êtes parti premier auprès de la justice. Maintenant que la justice commence son travail, pour être normalement lavé, vous ne pouvez pas trouver encore d'autres échappatoires pour dire « je suis malade, je veux me soigner ». Je refuserai. Pour votre propre honneur, il fallait refuser. Nous avons des hôpitaux ici, il fallait tout faire pour te soigner ici. Le fait de sortir à ce moment donne une mauvaise impression. Et voilà, nous disons, non, il n'aurait pas fallu sortir, il fallait rester ici. Il fallait rester ici. Le fait de sortir, ça occasionne beaucoup de spéculations. D'autres disent, bon voilà, il est parti, comme il a eu beaucoup d'argent, il part pour ne plus revenir, il ne va pas revenir. Il est parti pour toujours. Est-ce que c'est cela? Vous allez revenir quand? Et peut-être que le médecin va dire, non, votre maladie nécessite que vous soyez toujours proche de l'hôpital, vous ne pouvez plus vous déplacer, vous ne serez pas... Non, c'est compliqué, parce que tout dépend maintenant de l'avis du médecin par rapport à la maladie que vous avez. Non, aimons ce pays, s'il vous plaît, aimons ce pays, aimons ce pays, aimons ce pays, aimons ce pays. Je pense que vous ne devriez pas voyager aujourd'hui, monsieur Nicolas. Il fallait attendre que les Congolais soient fixés sur ce qui s'est passé
Mais pendant que vous étiez ministre des Finances ici, moi je n'entendais pas que vous partiez en France pour vous soigner. Bon, peut-être qu'on n'était pas informé. En tout cas, je n'avais pas connaissance. Il fallait à son temps aussi informer l'opinion. Voilà, le ministre des Finances est allé en France pour se soigner parce qu'il est malade. Vous tombez malade simplement parce que maintenant il y a des poursuites. Ah, Nicolas. Nicolas. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes à la fin, nous vous disons au revoir. À la prochaine.